On appelle guerre médique les guerres que les Grecs soutinrent contre les rois des Mèdes et des Perses pendant un demi-siècle. Elles ont été contées en grand détail par l'historien grec Hérodote, qui était contemporain des événements. Durant ces guerres, les Grecs défendirent vaillamment leur indépendance et remportèrent des victoires éclatantes. Ce fut le triomphe de l'Europe sur l'Asie, de la liberté sur le despotisme, mais non pas, comme on l'a dit longtemps, le triomphe de la civilisation sur la barbarie. Les guerres médiques tiennent leurs origines des conquêtes perses. Il convient donc de rappeler d'abord les étapes de l'extension de l'empire achéménide. En 550, le roi Cyrus le Grand a défait le roi Astiage, le chef de la confédération des Mèdes, qui a elle-même, 60 ans auparavant, conquis les villes royales assyriennes. Le roi Cyrus établit ainsi son empire autour de ces deux peuples, Mèdes et Perses, qui partagent depuis le IXe siècle une même langue et une même culture. Cyrus le Grand devint alors le premier roi de la dynastie achéménide. Suite à cette unification, le grand roi se lança dans une politique de conquête qui l'amena à contrôler de vastes espaces à l'est, en Inde, mais aussi à l'ouest, dans la région dite d'Ionie, qui est l'actuelle côte turque. Elle est peuplée depuis la haute époque archaïque par de nombreux Grecs vivant dans des cités. Deux civilisations vont ainsi s'affronter, Perses et Grecs. Mais à toute guerre, il y a des causes apparentes, des prétextes et des causes réelles. La cause réelle des guerres médiques fut la nécessité, où se trouvaient les rois de Perse, de chercher à s'étendre vers l'ouest. Darius, en Afrique et en Asie, avait atteint le désert, la mer ou des montagnes infranchissables. Or, ce conquérant rêvait de nouvelles conquêtes. L'Europe, à peine séparée de l'Asie par un bras de mer, tentait son ambition. Déjà, il avait envahi la Sétie, c'est-à-dire la Russie méridionale, et conquis la Thrace, c'est-à-dire la plus grande partie de la Turquie d'Europe actuelle. Il n'avait plus devant lui que le monde grec. C'était une proie magnifique et qu'il croyait facile à saisir. Les villes grecques qu'il possédait sur la côte d'Asie mineure l'avaient renseigné sur ce peuple actif et industrieux. Il le détestait parce qu'il n'obéissait pas à des despotes, et il rêvait de lui imposer des tyrans qui seraient ses vassaux. De plus, des exilés grecs comme Hippias, un ancien tyran d'Athènes, le poussaient à la guerre. Au premier prétexte, Darius commença la guerre. Cette guerre peut être divisée en 3 périodes. La période de Darius, la période de Xerxès et la période de la confédération de Délos. La guerre commença en 500 par une révolte de Milet, une ville ionienne d'Asie qui était vassale de Darius. Cette révolte éclata donc contre la domination perse. Il s'agit ici de bien comprendre l'importance de Milet, qui était alors la cité grecque la plus puissante et la plus florissante de la région ionienne. Cette cité était non seulement un centre économique majeur, mais aussi un centre culturel et scientifique. Grâce à l'école milésienne, Milet excellait depuis un siècle dans la philosophie de la nature, la science, la géométrie analytique, la géographie et même l'ethnographie autour de personnages illustres comme Thalès, Anaximandre ou Anaximène. Ce joyau intellectuel et scientifique grec était en quête de liberté face aux Perses. Dans un premier temps, les Ioniens de Milet cherchèrent des alliés pour mener leur rébellion. Sparte refusa de participer à une expédition aussi lointaine. Seuls les Athéniens et les Érythréens soutinrent la révolte. Les Ioniens et les Athéniens pénétrèrent donc dans l'intérieur, prirent et brûlèrent Sardes, où résidait le satrape perse, c'est-à-dire le résident général nommé par le roi parmi les seigneurs perses. Ils détruisirent à la même occasion le temple de la déesse Cybèle. Dans la foulée, toutes les villes de la côte grecque d'Asie se soulevèrent, mais les Ioniens, déshabitués de la guerre et de l'effort,
furent en 6 ans réduits les uns après les autres par Darius, aidé des Phéniciens. En 497, les Perses furent victorieux à Chypre et ils remportèrent en 494 un succès décisif contre les Ioniens et leurs alliés lors de la bataille navale de Ladée. La cité de Milet, d'où la rébellion était partie, fut alors rasée et les populations furent en grande partie déportées ou massacrées. La destruction de Milet fut un choc pour les Grecs. À Athènes, une tragédie fut même composée par le poète Phrynikos pour commémorer cet événement dramatique, la prise de Milet. Mais Darius ne voulut pas s'arrêter là. Pour se venger des Athéniens qui avaient participé à la révolte ionienne et de l'incendie sacrilège de Sardes, il envoya en 492 une première expédition. L'expédition perse comptait une flotte de 20 000 hommes, secondée par une importante cavalerie. Le nouveau satrape Mardonios, gendre de Darius, se lança alors dans une extension de l'hégémonie perse. Il commença par conquérir la région Thrace, qui devint une satrapie de l'Empire. Il obtint aussi la soumission de la région Macédoine, mais la flotte fut détruite par les tempêtes près du mont Athos. Dans la foulée, en 491, Darius fit demander la terre et l'eau aux cités grecques, cette expression signifiant qu'il exige leur soumission. Quelques-unes effrayées consentirent. Mais Athènes, Érétrie et Sparte tuèrent les ambassadeurs du grand roi. En réaction, Darius releva Mardonios de ses fonctions et le remplaça par Datis et Artapherne comme généraux. Une nouvelle flotte de 600 navires, d'après Hérodote, quitta l'Asie mineure au printemps 490. Les Perses s'emparèrent d'abord des îles de Naxos et de Samos, puis envahirent la région de B où se situe Érétrie. La cité subit un sort dramatique. Après 7 jours de résistance, elle capitula et sa population fut réduite en esclavage. Ses temples furent pillés et incendiés. Les Perses débarquèrent alors une armée en Attique, dans la plaine de Marathon, à 7 km d'Athènes, en 490. Le site de la baie de Marathon était stratégique. L'anse permettait à une flotte conséquente d'y mouiller et la plaine adjacente était a priori propice aux manœuvres de la cavalerie. Le choix du lieu fut soufflé à l'oreille de Darius par l'ancien tyran d'Athènes, Hippias, qui était réfugié chez le grand roi. Embarqué sur un des navires qui accostèrent à Marathon, il comptait bien sur la victoire perse pour rétablir son pouvoir, tout en restant un allié de Darius et de son peuple. Dans un premier temps, les Athéniens furent terrifiés. Ils demandèrent secours aux Lacédémoniens de Sparte, mais une fête religieuse en l'honneur d'Apollon les empêcha d'arriver à temps. Finalement, seuls les Platéens de Béotie vinrent en aide aux Athéniens. Mais ils eurent un grand général en la personne de Miltiade. Les Athéniens mirent en ligne environ 31 000 hommes, dont 10 000 hoplites d'Athènes, 1000 Platéens, à peu près 20 000 auxiliaires, métèques ou esclaves armés. Les Perses, eux, n'avaient pas plus de 40 000 hommes. Il s'agit de bien comprendre la différence entre l'hoplite grec et l'immortel de l'armée perse. Sur cette illustration, vous voyez la différence entre deux types de soldats, à gauche l'hoplite grec et à droite l'immortel de l'armée perse. Le soldat grec était bien protégé par le casque, la cuirasse et les cnémides. À l'opposé, le soldat perse, avec son manteau, son ample tunique brodée, ses moletières d'étoffe et sans casque, n'a rien qui le défende. Il porte juste une lance et un arc. La bataille de Marathon fut une charge héroïque, lance en avant, en même temps qu'une manœuvre habile et une victoire de l'arme blanche sur l'arc. Vous découvrez sur cette illustration le plan du champ de bataille de Marathon en août 490. On y aperçoit ici les Athéniens qui venaient de la montagne vers Vrana. Les Perses, eux, occupaient la plaine, leur gauche à la mer. Beaucoup périrent dans les marais du nord de la baie. Miltiade, qui avait vu l'armée de Darius en Thrace, savait que les Perses se plaçaient au centre et mettaient leurs sujets aux ailes. Il se proposa donc de culbuter les ailes des barbares pour tourner le centre. Pour y parvenir, il disposa ses hoplites sur un front égal à celui de l'ennemi, mais en renforçant ses propres ailes. Puis, pour éviter les ravages des flèches barbares, il ordonna l'attaque au pas de course. La manœuvre réussit.
les Athéniens, vainqueurs des ailes, se rabattirent sur le centre des Perses, qui avaient eu l'avantage jusque-là, et taillèrent en pièces. Les flèches perses avaient tué 192 Athéniens, les lances grecques avaient abattu 6400 barbares. Bien que supérieurs en nombre, les Perses furent vaincus et forcés à se rembarquer. Ce jour-là, Athènes avait sauvé la Grèce. Mais Marathon constitua une défaite sans conséquence pour l'Empire perse et un épiphénomène de leur histoire. Finalement, leur mission au départ semblait accomplie. Ils avaient regagné toutes les cités grecques d'Ionie entrées en rébellion, ils avaient soumis de nouvelles contrées et avaient châtié Érétrie. En revanche, du côté grec, la victoire de Marathon eut un retentissement considérable. Selon Hérodote, les Athéniens reçurent les éloges des Spartiates arrivés le lendemain de la bataille. Les Athéniens morts à Marathon furent enterrés sur place dans une tombe collective située sous une colline de 9 mètres de haut, encore visible aujourd'hui, le Soros. Mais les Perses n'avaient pas dit leur dernier mot. Darius mourut en 485 sans avoir vengé sa défaite. Son fils Xerxès hérita de sa puissance et de ses projets. Il ne voulut pas seulement châtier les Athéniens, il voulut anéantir la force du monde grec et prépara une formidable expédition. Il rassembla tous les contingents armés de son empire pour les jeter sur la Grèce. Cette multitude atteignait, au dire des historiens grecs comme Hérodote, 5 millions d'hommes, dont 2 600 000 combattants. Le reste était composé de valets d'armée et de trains des équipages. Les historiens contemporains nous invitent toutefois à nuancer ce chiffre considérable et évoquent plutôt un contingent de 200 000 soldats perses, ce qui reste tout de même bien supérieur à ce que les cités grecques pouvaient réunir à l'époque. Tous les ports d'Asie, de Phénicie et d'Égypte furent mis à contribution pour fournir une flotte de 1200 navires et de 3000 transports. Les Phéniciens les commandaient, heureux de cette occasion de détruire la marine des Grecs. Enfin, Xerxès joignit la corruption aux armes et essaya, à prix d'argent, de provoquer des soumissions et des trahisons. Face à la menace perse, les Grecs s'organisèrent. En 481, Sparte et Athènes convoquèrent, dans le sanctuaire de Poséidon à Corinthe, un congrès de toutes les cités grecques pour former une ligue sous la direction des Spartiates, c'est-à-dire sous leur hégémonie. Cette alliance militaire, appelée Symmachie, ne mobilisa pourtant qu'une partie du monde grec. Plusieurs cités refusèrent d'y adhérer, et parmi elles on compte les Thessaliens et les Thébains qui sont situés au nord de la Grèce, qui étaient donc confrontés les premiers à l'avancée perse. Ces cités ont donc basculé de gré ou de force dans le camp de Xerxès. Argos, une grande cité du Péloponnèse, refusa elle aussi d'adhérer à la Ligue de Corinthe, mais pour des raisons différentes, entre autres l'hostilité à l'égard de Sparte. Ce fut donc un petit nombre de peuples, une trentaine, qui résolurent de combattre jusqu'à la mort pour leur liberté. Le choix de Sparte comme hégémone s'explique notamment par la réputation de ses phalanges redoutables. Mais les Athéniens, avertis de la grandeur du péril par la bataille de Marathon, avaient, sur les conseils de l'orateur Thémistocle, consacré toutes leurs ressources à équiper une flotte de 200 navires. Cette flotte allait encore sauver la Grèce. En juin 480, l'armée perse mit 7 jours à franchir l'Hellespont, c'est-à-dire l'actuel détroit des Dardanelles. Les milliers de soldats perses empruntèrent un ingénieux pont de bateaux que leur roi fit construire. Le défi technique fut constitué par la présence d'un bras de mer apportant son lot de courants et de tempêtes. Les hommes de Xerxès s'y reprenèrent d'ailleurs à 2 fois avant de finaliser l'ouvrage, qui permit aux troupes d'entrer sur le continent européen. L'armée perse descendit vers la Grèce par la suite, en suivant parallèlement à la flotte des côtes de Thrace et de Macédoine. Le génie militaire des Perses continua de se déployer sur leur chemin. Ils firent construire des routes en Thrace et en Macédoine, et percèrent même un canal à travers la péninsule du mont Athos, en Chalcidique. En septembre 480, les Grecs, trop peu nombreux pour combattre en plaine, attendaient l'ennemi au défilé des Thermopyles, un passage tellement resserré entre le mont Oeta et la mer que 2 chariots y pouvaient à peine passer de front. Mais à cause de la célébration des Jeux Olympiques, ils ne purent laisser en cet endroit que 7000 hommes, dont 3000 hoplites de Sparte,
commandé par le roi Léonidas. Ce dernier résista 3 jours aux troupes de Xerxès jusqu'au moment où un traître indiqua à Xerxès le moyen de tourner le défilé. Alors Léonidas, pour obéir aux lois de Sparte qui défendaient de reculer, résolut de se faire tuer avec ses 300 hommes. Il renvoya les autres troupes et resta avec ses héroïques compagnons. Il montra aux Perses et au monde comment on meurt pour le devoir, la liberté et la patrie. Après les Thermopyles, les Perses eurent la voie libre vers l'Attique. La flotte grecque, forte d'environ 400 navires, suivit la même technique que l'armée de terre. Elle se posta dans le détroit d'Artémésium, entre l'Eubée et la terre, et là, elle coula quelques navires à l'ennemi. Puis, le 21 septembre 480, les Athéniens quittèrent leur cité, non sans avoir longtemps débattu à l'Assemblée. Alors, durant ce débat, d'après Hérodote, ils ont été convaincus par le stratège Thémistocle d'abandonner la ville à la suite des paroles de la Pythie de Delphes. Alors, la Pythie de Delphes avait prédit aux Athéniens leur salut grâce à un rempart de bois. C'est une métaphore un peu mystérieuse, mais certains y virent une allusion aux palissades de l'Acropole. D'autres, dont Thémistocle, l'interprétèrent différemment et y voyèrent plutôt une métaphore des trières athéniennes. Jusqu'alors, les Athéniens n'armaient guère que des galères à 50 rames. Elles étaient assez légères pour qu'il fût possible de les tirer à terre chaque soir. Mais il s'agissait de bateaux de côte et non de haute mer. Au contraire, la trière, ou trirème, réunissait les deux qualités. C'était un navire long, terminé par une pointe de métal, l'éperon, qui était fortement assujetti à l'avant. Elle était manœuvrée par 150 rameurs, disposés en 3 étages de 25 hommes sur chaque flanc. En outre, elle était munie de voiles carrées. Sa vitesse pouvait atteindre 9 à 10 nœuds à l'heure, environ 18 km. Ses formes et lancers la rendaient très facile à manœuvrer. Seule sa hauteur sur l'eau était un danger en cas de tempête. Mais les Grecs ne naviguaient pas dans la mauvaise saison. Alors, qui construisirent les trières ? Eh bien, les 200 trières d'Athènes furent montées uniquement par des Athéniens. Car les rameurs se recrutèrent parmi les citoyens de la 4e classe qui ne servaient pas dans l'armée. Cette flotte était exercée aux manœuvres d'ensemble avec la discipline intelligente qui caractérisait les Athéniens et elle leur offrit une puissance offensive considérable. C'est à elle que revient la gloire de Salamine. Le 27 septembre, l'armée perse entra dans une Athènes déserte. La ville fut prise et incendiée, notamment l'Acropole, réplique dévastatrice de l'incendie de la Sarde achéménide que les Athéniens avaient saccagée 18 ans plus tôt. Pendant que Xerxès envahissait l'Attique et brûlait Athènes, la flotte grecque vint attendre les Perses en face de la côte de l'Attique, devant l'île de Salamine, où s'étaient réfugiés les femmes et les enfants des Athéniens. Dans ce faible espace, ils pouvaient, malgré la disproportion du nombre, tenir tête à la flotte perse qui vint les y chercher. Mais en voyant l'incendie d'Athènes et la multitude des Perses, la plupart des Grecs voulaient abandonner les navires et courir à la défense de leur foyer. Thémistocle, qui sentait Athènes et la Grèce perdues si l'on se débandait et qui avait confiance dans la valeur de la flotte, eut alors recours à une ruse pour les forcer à combattre. Il fit avertir secrètement Xerxès que les Grecs allaient battre en retraite et que son intérêt était de les cerner. Xerxès, qui était toujours prêt à croire aux trahisons, écouta l'avis de Thémistocle et fit cerner la flotte grecque. Sur ce plan de la rade de Salamine, vous pouvez voir la flotte perse qui venait de la haute mer. Elle était séparée en 2 corps par l'île de Psytalie. La flotte grecque, d'abord cachée par la pointe Kynossouras, attaqua dans l'espace compris entre l'extrémité de cette pointe et la partie de la côte où Xerxès avait fait placer son trône pour assister à la bataille. La largeur du détroit en ce point était à peine de 2 km. Sur ce dessin, vous apercevez 2 navires à un seul rang de rames. Les rameurs sont placés sous le pont. L'avant du navire, de gauche, muni d'un éperon, a souvent la forme d'une tête de poisson, le plus souvent un esturgeon. Un grand bouclier couvre le pilote à l'arrière. L'autre navire, qui comporte un mât, rappelle les vaisseaux phéniciens. Les combattants ici sont des hoplites.
Les Grecs combattirent en désespérés et remportèrent, malgré tout, la victoire. Cette victoire, ils la durent surtout à l'excellence des trières athéniennes et à la tactique de Thémistocle. Mettant à profit la mobilité de sa flotte, il fit attaquer la ligne perse, ne pouvant, faute d'espace, fuir les coups d'éperon des Athéniens. Ils se rapprochèrent les uns des autres, s'entrechoquaient et fracassèrent leurs rames. Dès lors, incapables de gouverner, les Perses furent facilement détruits. Sur 500 navires engagés par Xerxès, 200 furent coulés. À la fin, ce fut un massacre, où l'on assommait les Perses à coups de rames comme des thons pris au filet. Xerxès, qui, du rivage, avait assisté à la bataille sur son trône d'or, s'enfuit alors en Asie. L'élite de l'armée perse, 300 000 hommes, hiverna alors en Grèce sous les ordres de Mardonios. Mais les Grecs avaient repris confiance. Ils se regroupèrent autour des Spartiates et vinrent au nombre de 120 000 attaquer Mardonios près de Platée, en Béotie. Après plusieurs manœuvres qui avaient pour but de garder les points d'eau et de repousser la cavalerie ennemie, l'affaire s'engagea par un combat d'arrière-garde qui devint une mêlée générale où les Perses furent battus en septembre 479 par les contingents grecs du général spartiate Pausanias. Là encore, les Perses furent défaits par des phalanges hoplitiques bien organisées et Mardonios fut tué lors des combats. Afin de célébrer leur victoire, les Grecs firent ériger à Delphes une colonne surmontée d'un trépied en or. Vous le voyez ici, sur la colonne furent gravés les noms des 31 cités formant la Ligue de Corinthe. Cette victoire fut suivie de celle du Cap Michal en face de l'île de Samos. Les navires perses y subirent l'assaut de la flotte alliée menée par le roi spartiate Léotychidas II et où s'illustra côté athénien le strachèse Xanthippe, père de Périclès. Ce dernier prit l'initiative d'aller chasser les Perses de Sestos, en Chersonèse, de Thrace, une région convoitée depuis longtemps par les Athéniens. Les rôles étaient désormais renversés. Le monde grec allait attaquer les Perses. Les Grecs, bien inférieurs en nombre aux Perses, durent d'abord leur victoire à la qualité de leurs soldats et à la supériorité de leur armement. Il faut comprendre que le grec était, dès le bas âge, rompu aux exercices du corps. Les jeux de force et d'adresse faisaient le fond de son éducation. Il portait avec aisance la lourde armure d'airain, la cuirasse couvrant la poitrine et le casque à visière enveloppant presque complètement la tête. Il maniait avec une grande science de l'escrime, l'épée et la lance, ses armes familières. L'armée grecque était composée d'hoplites, habitués, comme ceux de Sparte, à charger l'ennemi en ligne. Leur façon de combattre était quelque chose d'analogue à nos charges à la baïonnette. Ils laissaient l'arc aux troupes auxiliaires et usaient peu de la cavalerie, presque inutile dans leur pays de montagne. Leur force était surtout dans la discipline et leur science des manœuvres, et cette force était doublée par le courage, qu'inspire à des citoyens libres le sentiment de l'honneur et le patriotisme. L'armée du roi de Perse, elle, était composée surtout d'archers et de cavaliers. Ils lançaient leurs flèches à distance, mais supportaient mal le choc de l'ennemi et ne savaient pas attaquer en ordre serré. De mauvaises armes défensives, des boucliers d'osier par exemple, les défendaient mal dans les combats au corps à corps. De plus, leurs piques étaient plus courtes que celles des Grecs. Ils venaient ainsi se faire tuer par petits groupes sur le front de la phalange grecque. Quand le centre, où étaient les immortels de la garde, troupes d'élite, était enfoncé, les ailes se débandaient aussitôt. Leur cavalerie était redoutable, certes, mais ils ne purent en tirer parti dans les plaines étroites de la Grèce. Enfin, les soldats perses n'étaient pas des citoyens comme les Grecs, mais des combattants, pour la gloire d'un maître redouté et souvent haï. Leur nombre même était une cause de faiblesse, car outre que la discipline était difficile à maintenir dans une pareille cohue où les hommes venus de tous les pays, Perse, Inde, Assyrie, Caucase, Arabie, Égypte, Abyssinie, Nubie, eh bien personne ne parlait la même langue. Il était donc extrêmement difficile de ravitailler, de nourrir et de cantonner ces millions d'hommes. Comme on ne pouvait attaquer les Perses que par la mer, Sparte abandonna d'elle-même le commandement de la flotte à Athènes. Alors Athènes forma avec les principales villes ioniennes une confédération dont le siège fut situé au temple d'Apollon à Délos
et qui vota la guerre contre le grand roi. Chaque cité confédérée dut fournir des hommes, de l'argent et des vaisseaux d'après un règlement fait par l'Athénien Aristide, surnommé le Juste. À la tête des forces confédérées fut placé Cimon, fils de Miltiade. Il chassa les Perses de Thrace, des îles de la mer Égée et de la côte d'Asie mineure. Ces succès rapportèrent à Athènes de la gloire et des territoires. Mais comme les alliés se fatiguaient de la guerre, Athènes leur proposa de remplacer par une contribution plus forte leur contingent d'hommes et de vaisseaux. Ils acceptèrent et devinrent ainsi les tributaires d'Athènes, qui dirigea seule la guerre et devint la capitale d'une sorte d'empire. Les historiens anciens ont raconté qu'en 449, le grand roi se détermina à signer la paix. Par un traité dit traité de Cimon, il reconnaissait la mer Égée comme mer grecque et s'engageait à ne jamais y envoyer un vaisseau de guerre et à ne pas approcher de la côte à plus de 3 jours de marche. En fait, il n'y eut pas de traité formel marquant la fin des guerres médiques. Athènes, relevée de ses ruines et grandie par la guerre, était devenue la rivale de Sparte, et une guerre à mort ne devait pas tarder à éclater entre ces deux cités. Le temps des guerres médiques, comme celui de la Révolution française, fut un temps d'héroïsme, où l'on vit des hommes sacrifier leur intérêt matériel et leur vie à l'idée supérieure de la liberté et de la patrie. Et si l'oracle de Delphes semblait favorable aux Perses, l'amour de la liberté fut plus fort que les scrupules religieux. On rusa avec l'oracle, on chassa l'ennemi, et il fut désormais établi que nulle force au monde n'est supérieure au respect des lois et au patriotisme. Pour autant, les guerres médiques et leur lot de victoires grecques n'ont pas remis en cause la puissance et l'étendue de l'empire achéménide. Elles ont juste mis un coup d'arrêt aux prétentions occidentales des Perses. D'autre part, il est faux de dire que la lutte contre les Perses fut le fait d'une résistance unanime de tout le monde grec. Les Ioniens révoltés n'ont pu compter par exemple que sur les Athéniens et les Érythréens. À Marathon, seuls les Athéniens et les Platéens ont repoussé le débarquement des troupes de Datie et de Artapherne. Enfin, la Ligue de Corinthe n'a réuni que 31 cités. Les guerres médiques ne se sont donc pas déroulées dans un esprit strictement panhellénique, et des cités comme Thèbes ont même rejoint le camp ennemi.